Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement du président Talon, aussitôt installé le 6 avril, a été accueilli par une série de braquages, un grand banditisme rarement égalé, une insécurité qui a régné sans partage, ne serait-ce que pendant les 3 premiers mois d'activité du gouvernement avant de s'essouffler. Naturellement, grâce à la volonté et au savoir-faire des forces de sécurité, une riposte a été opposée avec usure aux délinquants. Autre insécurité, objet de préoccupation pour les Béninois, c'est le rançonnement sur les routes. Interrogation, comment le gouvernement s'y prend-il face à l'insécurité et face au rançonnement? Quelles sont du moins les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la sécurité et la lutte contre le rançonnement? Pour en discuter, je reçois pour vous le chargé de mission du président de la République chargé des affaires intérieures et de la sécurité, le général Nazer Oumouzou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, il n'est pas seul, il est accompagné d'autres patrons des forces de sécurité. J'ai nommé le général de police Moukaïla Idrissou, directeur général de la police nationale. DGPN, bonsoir. Bonsoir. La gendarmerie est ici représentée par son directeur général adjoint, en la personne du lieutenant-colonel Adjaho Marcel. Marcel Adjaho, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, la douane est ici également représentée par son directeur général. Il s'agit du colonel Pierre Clavet Tossou. DG, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et puis enfin, le directeur général des eaux et forêts, le colonel Séverin Sia, est aussi bien présent. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Nous démarrons cet entretien par les questions sécuritaires. Monsieur Rounoupé, vous êtes le chargé de mission du président de la République aux affaires intérieures et aux affaires sécuritaires. Veuillez nous préciser le titre. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je suis chargé de mission du président de la République pour les affaires de sécurité intérieure. Voilà. Alors, je comprends qu'il y a des difficultés parce que c'est tout nouveau. C'est une révolution dans le domaine de la sécurité dans notre pays. Alors récemment, il y a eu quantité de braquages, des cambriolages, des actes de vindicte populaire, si bien qu'on s'est posé bien des questions par rapport à la sécurité au Bénin. Veuillez nous dire au jour d'aujourd'hui, que peut-on dire par rapport à la sécurité? Est-ce que les Béninois sont en sécurité? Bien, je suis acteur, donc ce serait peut-être prétentieux pour moi de dire que tout se passe pour le mieux. Mais ce qui est constant aujourd'hui est qu'on peut sortir et circuler librement à n'importe quelle heure. Et les cas d'attaque à main qu'on a enregistrés sont du passé. Et je crois que la situation est sous contrôle et les populations peuvent vraiment soupirer. La situation est sous contrôle. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a enfin trouvé le bon bout? Bien sûr. Moi, je peux vous dire, tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez peint en noir les 3 premiers mois du gouvernement actuel. Ce n'est pas propre à ce gouvernement, c'est parce que pendant longtemps, notre pays n'a pas pu construire un système de sécurité, mais il y a eu des individualités qui ont été notées à la tête des institutions comme la police et la gendarmerie. Il n'est pas rare d'entendre que autant de tels patrons de la gendarmerie, autant de tels patrons de la police, on a eu à calmer. Mais dans un pays, la sécurité ne se repose pas sur des individualités, sur des hommes. C'est sur un système. Et c'est ça que le gouvernement actuel a compris. Il faut construire un véritable système de sécurité. Là, quand même n'importe qui à la tête de la police ou de la gendarmerie, le système doit pouvoir fonctionner. Donc je crois que ce gouvernement a compris l'enjeu et progressivement on est en train de mettre les choses en route pour avoir un véritable système de sécurité et un mécanisme qui accompagne l'action des hommes. On ne peut pas... la conception militariste de la sécurité, c'est-à-dire l'homme au cœur de la sécurité, a montré ses limites. Oui, vous êtes en train de mettre les choses en route, avez-vous dit. En 2004, le Bénin a été 2e au plan sécuritaire mondial, après l'Italie. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas très bien comme on l'aurait voulu. À quand l'insécurité? Presque zéro. Bien, ça c'est un but, c'est un idéal, insécurité zéro, c'est un idéal. Je n'ai pas dit zéro, presque zéro. Voilà donc, mais nous faisons tout, la police, la gendarmerie avec l'appui des autres composantes, les forces armées, la douane et les eaux et forêts. On fait l'effort pour que de plus en plus les problèmes d'insécurité soient mineurs. Et à quand, moi je suis très optimiste avec le rythme
avec l'engagement du président de la République, je suis persuadé qu'au bout du rouleau, c'est-à-dire à la fin de son quinquennat, la situation va être tout autre. Oui, vous n'êtes pas seul à travailler. Je vais donner la parole au directeur général de la police pour nous dire un peu à quand l'insécurité est zéro. Merci. L'insécurité presque zéro. Merci. Et je vous remercie pour cette question. Et je voudrais commencer en citant Bichat, le français Bichat, qui comparait la sécurité à la vie humaine et disait exactement ceci. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. J'en dirais de même de la sécurité, qui est l'ensemble des fonctions qui résistent à la violence. Et comme la vie n'est pas éternelle, il n'y a pas de sécurité absolue. Voilà ce qu'il disait. C'est pour vous dire que la sécurité, c'est un ensemble de moyens qu'on essaie de se donner, qu'on essaie de construire, de développer pour contenir la sécurité, pour contenir l'insécurité. Donc, prétendre qu'on peut avoir insécurité presque zéro, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas à ce niveau, mais on fait tout pour contenir l'insécurité à son niveau vraiment acceptable. Oui, la police ne travaille pas seule, la police travaille depuis quelques temps avec la gendarmerie. Le directeur général de la gendarmerie est juste à côté de vous, le directeur général adjoint est juste à côté de vous, M. Marcel Adiakho. Je lui donne la parole pour dire un mot. Merci, monsieur le journaliste. Je suis effectivement le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale et je représente ici le directeur général qui est en mission dans le nord du pays. Pour revenir à la question de l'insécurité dans notre pays, nous pouvons dire que, comme vous l'avez dit même déjà à la fin de votre mot introductif, que nous faisons des efforts. Eh bien, dans tous les pays au monde, l'insécurité n'est jamais quasi zéro. Et les forces de sécurité font de leur mieux pour assurer la quiétude. Et le plus important, l'insécurité varie d'une période à une autre. Quand on prend les années 90, on ne connaissait jamais de braquage, ça a commencé par là. Après, tout à l'heure, vous avez dit en 2004, on a assisté à une baisse drastique de l'insécurité. Et puis, dans les 3 derniers mois, comme vous l'avez dit, on a assisté à une recrudescence de l'insécurité. Et maintenant, la tendance est à la baisse. Et c'est toujours comme ça que ça évolue. Le phénomène de l'insécurité évolue de cette façon dans tous les pays. Même aux États-Unis, il y a cette tendance-là qui est toujours observée. Et donc, nous autres, nous nous adaptons chaque fois aux nouvelles situations qui se présentent à nous. Et nous menons des opérations maintenant, comme vous venez de dire, vous l'avez vu, la gendarmerie est passée au ministère de l'Intérieur pour emploi. Et comme ça, ça nous permet de mutualiser les moyens avec la police. Mais nous bénéficions encore toujours de l'appui des forces armées béninoises pour pouvoir faire des opérations dans la ville. Et tout le monde voit la présence des militaires, des gendarmes, des policiers dans nos grandes villes. Merci, monsieur le journaliste. Oui, je reviens au général Rounompé. Général Rounompé, dites-nous, comment expliquer et comprendre les récents braquages qu'il y a eu? Comment les comprendre et comment les éviter pour de bon? Les criminels, les braqueurs d'une manière générale, observent la société, observent le fonctionnement des services, les structures de sécurité. Et lorsque on construit la sécurité sur les hommes, chaque fois qu'il y a changement à la tête, soit du ministère de la Sécurité ou du pays, les hommes étant peut-être un peu fragilisés, les bandits profitent pour frapper. Donc, pour éviter ce genre de crise cyclique, il faut avoir un véritable système de sécurité. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que ce que j'observe, ce que je vis au quotidien, avec le président de la République actuelle, qui est un homme très rationnel. Donc ça me permet d'être convaincu que nous allons démarrer
la construction d'un système de sécurité et on n'aura plus, même après le changement du régime, on n'aura plus des braquages par surprise, non. Le système sera là pour contrer à chaque instant les velléités de ces braqueurs-là. Oui, selon une source digne de foi, la haute hiérarchie a encore du pain sur la planche. La haute hiérarchie policière, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Vous avez encore du pain sur la planche. Ça veut dire que ce n'est pas fini avec le braquage. Oui, non, mais... C'est pas du tout fini. Vous savez... Apparemment, c'est presque réglé. Il n'y a plus beaucoup de braquages. Ça se remarque, ça se note à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas fini. Il y en a encore beaucoup à venir. Ils sont en train de vous observer. Bien sûr. Assurer la sécurité, c'est comme un travail de fou. C'est un travail de Sisyphe. Il faut reprendre à chaque instant. Lorsque vous atteignez un niveau et que vous allez dormir, c'est fini, vous êtes surpris. Donc, à tout moment, il faut que les hommes soient sur pied de guerre, excusez-moi de peu, pour ne pas être surpris. Ce n'est pas que dès que vous atteignez un niveau qui a la sécurité, on se dit c'est assuré, c'est à 100% garanti et à vie. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit tout à l'heure que les braqueurs observent le système, comment le phénomène, comment les hommes tournent, quel est le dispositif en place. Eux, ils observent. Donc, à chaque fois, le dispositif doit être réadapté pour ne pas tomber dans la routine. Voilà un peu... Le retour aux barrières sécuritaires ne serait-il pas un atout dans cette lutte? Vous savez, en matière de sécurité, il y a plusieurs méthodes. Et ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va exposer les tactiques et les méthodes utilisées pour contrer tel ou tel phénomène. Mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, on note une détermination de la part des agents, de la police comme de la gendarmerie. Et la meilleure façon de réussir un combat, c'est dans la tête. Quand on a en face de soi des bandits déterminés, si le policier ou le gendarme n'est pas tout aussi déterminé, même si on lui donne tous les moyens possibles du monde, s'il n'est pas déterminé, s'il n'est pas engagé, on n'aura aucun résultat. Donc fort heureusement aujourd'hui, les camarades sont déterminés. Général Rompin, savez-vous que vous êtes, du moins les gens ne sont pas d'accord, que vous avez quitté la brigade anticriminalité. La brigade anticriminalité, vous avez été son commandant à un moment où nous avons été deuxième au plan mondial, au plan sécurité mondial. Et le général Louis-Philippe Ngouléon était commandant RAID dans le même temps. Aujourd'hui, vous avez de la promotion, c'est comme si après vous, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est ce que nous devons combattre. La sécurité ne doit pas être construite sur des hommes. Je vous l'ai dit au départ. Si on construit la sécurité, si actuellement le phénomène sécuritaire est jugulé parce que le colonel Dansou est aux commandes, ou bien le contrôleur Jamoukaïla est aux commandes, si c'est comme ça qu'on pense le système sécuritaire, on va échouer. On doit construire un système, et quel que soit, même si on met M. Addison Mesmer là, il pourra faire un management qui permette d'atteindre les résultats. Mais si on dit, quand vous n'avez pas été ici, quand vous n'avez été là, on n'a pas ça, je crois qu'on doit tourner dos à cette manière de voir les choses. Et nous sommes dans cette dynamique actuellement. Sinon, depuis 1960, les problèmes de sécurité ont été toujours abordés de façon conjoncturelle et tenant compte de la détermination de chaque individu. Au coup par coup, on trouvait les solutions. Il n'y a jamais eu de solution pérenne. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2016. On ne peut pas continuer par gérer la sécurité comme si on était en 1960. Donc voilà, je crois que quand nous allons aborder le sujet en profondeur, vous allez comprendre tout ce qui est en train d'être mis en place pour que plus jamais on assiste à ces phénomènes d'insécurité. Oui, la sécurité est au point lorsque le système de renseignement marche. Oui. N'est-ce pas parce que votre système de renseignement est défaillant que tout cela se passe? Bon, vous savez, le renseignement est nécessaire. Ça, c'est indéniable. Mais ça ne suffit pas. Je vous ai dit que la pièce maîtresse aujourd'hui dans notre système, c'est l'homme. Alors qu'ailleurs, il y a l'homme, mais il y a tout un mécanisme. Il y a les nouvelles technologies qui accompagnent.
Mais si l'homme est frustré, on a noté une certaine démotivation à un moment donné au niveau de la police comme de la gendarmerie. Mais quand l'homme est démotivé, ça affecte dangereusement l'efficacité du système. Donc, il est vrai qu'à un moment donné, si le renseignement n'est pas bien élaboré pour permettre de frapper, on peut enregistrer des phénomènes d'insécurité. Mais tout est à construire aujourd'hui là. Tout est à construire dans le domaine de la sécurité. Et c'est ce que... Et c'est ce que vous êtes là pour faire. Justement, parlons des mesures que le gouvernement en place est en train de prendre pour lutter donc contre l'insécurité. On note au niveau des parcs automobiles que ça ne marche pas. Est-ce que vous y avez pensé? Bien sûr. D'abord, je vais commencer par dire que le premier acte fort que le gouvernement a posé, c'est le renforcement de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Les textes sont clairs et disent que c'est le ministre de l'Intérieur qui définit et met en œuvre la politique de l'État en matière de sécurité intérieure. Mais pendant tout le temps, malheureusement, ça n'a pas fonctionné ainsi. Il y a toujours interférence d'autres ministres ou d'autres autorités. Aujourd'hui, le gouvernement a dit, mon ministre, moi je vous fais chef d'orchestre de la sécurité. Et je vous donne les coudées franches. La gendarmerie dont vous disposez. On lui laisse les coudées franches, mais vous savez ce qu'il dit? Il dit que chaque Béninois doit être... Bien sûr, je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Sécurité. Oui, mais je vais en arriver mais il veut favoriser la vie populaire. Vous avez des comportements à risque, vous pensez qu'on va mettre dans chaque maison un agent de police ou un militaire de la gendarmerie? C'est pas possible. Le ministre veut seulement dire qu'il faut éviter les comportements à risque. Lorsque vous avez les comportements à risque, même si tout le système est en place, que tout est en place pour vous venir au secours, le temps de réaction compte beaucoup. Avant qu'une équipe ne vienne à votre secours, peut-être que vous avez déjà subi la barbarie des criminels. Donc le ministre ne veut pas dire que les citoyens vont se substituer à lui. Lui, il est là pour élaborer la politique et assurer sa mise en œuvre. C'est son rôle. Et pendant longtemps, on est resté à l'étape théorique où on dit la gendarmerie est mise à la disposition du ministre de l'Intérieur pour emploi. Ça n'a jamais été une réalité. Le président de la République dit non. Il prend un décret. Premier acte fort, il prend un décret pour dire la gendarmerie est effectivement mise à la disposition du ministre de l'Intérieur pour emploi. Il n'y aura plus ce dualisme de commandement. Donc aujourd'hui c'est clair, les gendarmes sont à la disposition du ministre. C'est le premier acte fort. L'autre acte fort que le gouvernement a posé, dans les 100 premiers jours, il a acquis 42 véhicules au profit de la gendarmerie nationale. C'était en juillet. 42 véhicules, comment est-ce que ça va être réparti? Les 42 véhicules sont déjà répartis. Je vous dis, en juillet, le 14 juillet dernier, 42 véhicules ont été remis à la direction générale de la gendarmerie. Et ces véhicules ont été répartis, sont opérationnels, on les voit même sur le terrain. C'est revenu à qui? Aux unités opérationnelles. Il y en a combien? Clair. Il y en a combien? Est-ce que ça va suffire? Non, évidemment, je vous ai dit que c'est un acte fort parce que jamais dans l'histoire de ce pays, c'est une première. On n'a jamais assisté à ça. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, la gendarmerie a reçu. Les besoins sont là, énormes, mais il faut bien commencer. Donc, le président a commencé. 42 véhicules. Et il ne s'est pas arrêté là. 42 autres véhicules viennent d'être acquis. Et la cérémonie de remise est organisée. Donc, je crois que ça fait 84 véhicules. Savez-vous, en général, les délinquants utilisent des motos? Oui, bien sûr, j'en viens. Avec votre véhicule, c'est pas sûr que vous parveniez à les rattraper. Surtout avec l'embouteillage dans les grosses agglomérations. Voilà. Le gouvernement a acquis 585 motos tout terrain. Je vous dis, monsieur, du coup, 585 motos pour la police et la gendarmerie et des motos tout terrain. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Pendant longtemps, les unités opérationnelles n'ont jamais eu de budget. Aujourd'hui, le président de la République dit chaque unité aura son budget en termes de carburant, en termes de fonds de renseignement
Et ces ressources iront directement aux unités. Ça ne va pas transiter par la hiérarchie pour qu'on dise qu'on n'a pas reçu. Il veut s'assurer que les unités sont vraiment opérationnelles parce que les ressources sont là. Ça, c'est du jamais fait aussi dans le carburant, ça ne suffit pas en général. Je vous ai dit, je ne vais pas donner de chiffres, mais sachez que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Même aux États-Unis, en France, en Allemagne, les unités de police réclament toujours plus de moyens. On n'a jamais suffisamment de moyens pour contrer le problème d'insécurité. Mais c'est déjà un grand pas que le président a décidé de doter les unités de moyens. Il y a des dotations en carburant. En carburant. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que d'ici à là, les policiers ne seront pas obligés de nous dire oui d'accord, on a le véhicule, mais on n'a pas les moyens pour nous déplacer, on n'a pas de carburant. Je vous dis, ce n'est pas un discours. Moi, je ne suis pas un politicien, vous savez, je ne suis pas un politicien pour venir faire de la démagogie. Et je n'ai aucun intérêt à défendre un gouvernement, puisque je suis policier. Si je défends un gouvernement et que les policiers n'ont pas les ressources, je vais recevoir les cailloux, je serai lapidé. Donc ce n'est pas de la démagogie, c'est arrêté et tous les cadres de la police comme de la gendarmerie sont témoins. C'est un acquis et il n'est pas question que... Il est vrai, la dotation peut ne pas couvrir toutes les demandes d'intervention. Donc progressivement ça va être ajusté, mais c'est déjà un grand pas que de façon inédite, on puisse doter les unités de police et de gendarmerie de moyens. C'est déjà un grand pas. Oui. Et l'autre chose que le gouvernement a fait et qui mérite d'être quand même souligné, depuis 2000, il y a un décret qui a été pris pour fixer les zones d'intervention de la police et de la gendarmerie, de façon qu'on ait une meilleure couverture sécuritaire du pays. Donc un maillage qui tienne compte de l'ensemble du territoire. Et vous avez observé, comme moi, qu'il y a eu agglutination, il y a une concentration des forces dans des milieux, surtout les milieux urbains, au détriment des milieux ruraux. Aujourd'hui, ce décret qui n'a jamais été appliqué, le président dit on l'applique. Donc, la gendarmerie et la police doivent travailler de façon complémentaire et non de façon superposée. Ça a augmenté le taux de couverture du pays. Vous voyez, c'est un courage à saluer. Récemment, le chef de l'État a rencontré les unités. Oui. Quelles sont les grandes décisions qu'on peut retenir de cette rencontre? Oui, le chef de l'État leur a dit de vive voix qu'il est pour la gestion transparente des ressources. Qu'il n'est pas question que les ressources soient mises à disposition et qu'elles ne servent pas réellement à atteindre les objectifs. Vous savez, comme le chef de l'État, il est du secteur privé. Dans le secteur privé, la notion de résultat est très importante. Mais dans le secteur public, dans l'administration publique en général, il est vrai, le gouvernement a opté pour la gestion axée sur les résultats, mais vous convenez avec moi que ce n'est pas encore dans les faits ce qu'on observe. C'est la présence au poste. Est-ce que le gars est présent s'il est venu au service? Mais ailleurs, ce n'est pas ça. On fait l'évaluation de performance. Donc le chef de l'État est dans cette dynamique. Il dit, je vais vous évaluer sur la base de vos rendements. Les performances. Et il a dit, il est vraiment dans ce schéma-là. Donc les ressources doivent aller à destination. Les DG police, DG douane étaient là et ils ont pris l'engagement de respecter les instructions du chef de l'État. Voilà. L'autre chose que je voudrais quand même dire et qui est fondamentale, pendant longtemps, l'architecture sécuritaire du pays n'a jamais été respectée. C'est-à-dire, l'architecture, il y a une certaine orchestration qui est en place pour qu'on ait un bon résultat en termes de sécurité. Et l'orchestration, c'est quoi? Le chef d'orchestre, je vous ai dit, c'est le ministre de l'Intérieur. Et le relais, c'est dans les départements. Donc, la police et la gendarmerie qui sont au niveau des départements, eux aussi doivent avoir un chef d'orchestre. Quelqu'un qui coordonne. Et il y a une loi, la loi
97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, cette loi dit que le préfet, en sa qualité de représentant du gouvernement, est l'autorité qui coordonne l'action de la police et de la gendarmerie en matière de sécurité. Ça n'avait jamais été le cas. Aujourd'hui, tous les préfets, les 12 préfets qui viennent d'être nommés ont été coachés et le système fonctionne comme ça. C'est eux qui sont les maîtres à bord dans les départements. Et le gouvernement actuel a pris même un décret, le décret portant attribution organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur, qui dit que chaque commune doit disposer de son plan, un plan intégré de sécurité. Vous voyez? Donc, on est en train de construire progressivement le mécanisme. Et si tout est respecté, même si on met un tampon à la tête de quoi que ce soit, le système doit marcher. J'ai tantôt évoqué les insuffisances au niveau des renseignements. Est-ce que vous avez pensé? Bien sûr, bien sûr. Le gouvernement actuel, si vous prenez le décret portant AOF de notre ministère, il est dit qu'on doit assurer la formation des élus locaux. Parce que le renseignement territorial, c'est ça qui fait défaut. On a passé tout le temps à faire du renseignement politique. Le gouvernement, le chef de l'État dit, lui ne veut pas faire de renseignement politique. C'est le renseignement territorial. Donc, on va construire le système de manière que si un événement se passe dans une contrée, que le renseignement puisse permettre au niveau local de cerner le problème et de trouver une solution. Donc, soyez rassurés, la formation des élus locaux est prévue et le ministre de l'Intérieur est à pied d'œuvre avec son homologue de la décentralisation pour que la formation démarre. Alors, on va dire un mot sur la nouvelle politique sécuritaire. Vous allez dire un mot là-dessus, mais je vais commencer par la douane. Dans son corps, est-ce qu'il y a des mesures sécuritaires? Est-ce que nous avons une politique sécuritaire? Merci. Monsieur le directeur général de la douane, monsieur Pierre Claver Tossou. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme l'a dit tout à l'heure le général, la sécurité, c'est un système. Et ce système est logé dans un environnement où nous avons plusieurs acteurs. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les eaux et forêts, il y a la douane, évidemment, qui se trouvent être dans nos frontières et qui se trouvent être en première ligne, donc, de toute entrée et de toute sortie des personnes et des biens. Eh bien, à ce titre, vous convenez avec moi que tout ce qui entrera et qui soit de mauvaises mœurs ou qui ne soit pas licite, c'est d'abord au niveau de la douane que c'est tamisé. Ou du moins, ça devrait être tamisé. Eh bien, nous participons activement à cette sécurité-là. Et pour en dire un peu plus par rapport à votre question, au niveau de l'administration des douanes, plusieurs dispositifs ont été mis en place et qui passent d'abord par des tests qui ont été pris en dehors de la loi déjà portant organisation, une loi qui nous réunit et qui nous met, nous tous, à la disposition d'une seule autorité désormais. En dehors de cette loi-là, il y a des tests qui régissent la sécurité au niveau de l'administration des douanes et qui sont contenus dans l'AOF de l'administration des douanes, d'une part, et qui sont contenus également dans un document édité par l'administration des douanes qu'on appelle le Code d'éthique et de bonne conduite, qui ramène justement l'agent à son devoir de fouiller, de veiller à ne pas faire entrer des produits illicites, des objets illicites, et même si c'est des objets licites, de réguler leur entrée pour que nous ne soyons pas envahis. Puisque lorsqu'on parle de sécurité, ce n'est pas seulement une sécurité atteinte à la vie de la personne, mais on parle de sécurité alimentaire aussi. On parle de la sécurité des entreprises qui sont sur place également. Et c'est en cela que nous apportons notre expertise à ce système-là sécuritaire de notre pays. Voilà. On va à l'agenda, on va vers le directeur général des eaux et forêts qui vient nous dire qu'il nous dise un mot sur la politique sécuritaire. Oui, disons qu'au niveau des eaux et forêts, c'est le même système, parce que il ne faudrait pas mettre l'homme seulement au centre
de la sécurité, mais il faut mettre vraiment un système sécuritaire en place pour pouvoir gérer donc cette sécurité-là. Et donc, au niveau des eaux et forêts, comme le directeur général d'ADOA vient de dire, nous avons mis en place un arsenal juridique. Il y a la loi 2015-20 du 19 juillet 2015 qui organise désormais les forces de sécurité publique et assimilées. Et à partir donc de cette loi, il y a eu des décrets qui ont été pris, des décrets d'application qui ont été pris pour pouvoir organiser donc chacune donc de nos administrations. Au niveau donc des eaux et forêts, nous avons notre AOF qui organise donc l'administration forestière. Et en plus de cela, nous avons aussi une politique forestière qui nous permet vraiment d'assurer, d'accord, la sécurité. Parce que notre mission, c'est de pouvoir protéger les ressources naturelles et de pouvoir faire, disons, de la reforestation. Mais en matière sécuritaire, c'est surtout la protection des ressources naturelles. Si nous prenons par exemple ce qui se fait dans le parc, voyez-vous, le parc national, les parcs nationaux, c'est-à-dire le parc Pendjari et parc W, depuis juillet, je vais dire, le gouvernement a mis en place un système sécuritaire vraiment renforcé pour pouvoir vraiment protéger nos parcs nationaux. Il y a aujourd'hui, disons, un dispositif interforce, donc eaux et forêts et l'armée de terre, qui travaillent ensemble dans le parc pour pouvoir vraiment le sécuriser. Parce que vous savez, notre parc, à un moment donné, il y a eu des informations là-dessus, comme quoi ce n'est pas sécurisé, il y a beaucoup Haram, etc., etc. Donc, dès que ces informations sont tombées dans les oreilles du chef de l'État, il a dit, tiens, moi je veux investir dans les parcs pour pouvoir vraiment les sécuriser, pour promouvoir le tourisme. Et là, il a vraiment déployé de grands moyens pour que des forces, comment appelle-t-on, des forces soient mises en place pour pouvoir assurer donc la sécurité. Nous avons au moins 75, bon, je ne voudrais pas étaler donc les choses, mais un contingent important a été mis en place pour faire le ratissage donc des parcs et faire en sorte que la sécurité revienne dans les parcs et que nous puissions promouvoir à partir de là le tourisme qui est un moteur de l'économie de notre pays. Donc voilà ce que je pourrais dire rapidement par rapport aux efforts. DGPN, juste un mot sur vos nouvelles mesures sécuritaires. Oui, pour rebondir sur ce que le DG Forêt vient de dire, il y a 2 semaines que j'étais allé installer une brigade de sécurisation et former des éléments de l'unité spéciale de sécurisation des frontières à Pendjari pour vraiment sécuriser, parce que cela participe de la vision du chef de l'État de promouvoir le tourisme dans notre pays. Et c'est dans ce sens qu'il a dit, je voudrais que les touristes se sentent en sécurité sur les voies pour vraiment aller visiter nos parcs. Cela va donner des devises, tout ça là. Donc vous voyez, pour atteindre le parc de la Pendjari, vous voyez sur l'axe, il y avait des braquages et tout ça là ne rassure pas le touriste. Et c'est pourquoi nous avons installé cette brigade pour renforcer la sécurité, en plus de ce que vient de dire le DG Forêt. Donc, ceux-là vont faire des ratissages, vont faire de la sécurisation des axes routiers de Natengu, Porga, de manière à ce qu'il y ait braquage zéro sur ces axes-là. Voilà. Oui. DGA Gendarmerie. Merci beaucoup et je voudrais simplement compléter pour dire que actuellement nous avons beaucoup d'opérations en cours. Nous avons l'opération Mamba qui continue toujours son chemin. L'opération Mamba est souvent très critiquée parce qu'elle se fait discrète. Quand vous n'êtes pas discret, vous ne pouvez pas créer la surprise et gagner la guerre. Si ce n'était pas l'opération Mamba, on n'allait pas pouvoir mettre fin à certains actes qui se perpétraient dans la ville de Cotonou.
Et puis nous avons aussi l'opération de lutte contre la transhumance. La transhumance a commencé précocement le week-end dernier au niveau de Pobet. Nous avons subi au niveau de la frontière l'assaut des peuls transhumants avec leurs bœufs qui ont foncé sur nos gendarmes. On a dû ouvrir le feu pour les reculer et les refouler au-delà de nos frontières. Et puis nous avons l'opération Faubourg qui nous permet, avec la police, et nous essayons comme ça de nettoyer les ghettos dans la ville. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un peu d'accalmie. Et nous ne pouvons pas faire autrement parce que le ministre de l'Intérieur a tapé du poing sur la table pour nous dire que lui, il ne veut plus entendre parler d'actes de braquage pendant cette période de fin d'année. Voilà ce que je peux dire brièvement, monsieur le journaliste. Oui, Général Ronopé, voulez-vous rassurer les populations et leur dire que la nouvelle politique sécurité est au diapason des défis? Bien sûr. Et je vous remercie et je voudrais vraiment demander aux populations de continuer par nous faire confiance. Il est vrai, le président de la République, après analyse de l'approche, notre approche sécuritaire, qui fait que les populations avaient de la réticence à collaborer, c'est l'approche répressive. Les forces de police étaient très répressives. Et même vous qui êtes là, lorsqu'on vous demande quel est le rôle de la police ou de la gendarmerie, vous n'hésiterez pas à dire que la police est là pour arrêter les gens, la gendarmerie est là pour arrêter les gens, alors que ce n'est pas notre rôle. C'est la sécurité. Notre rôle, c'est la protection des personnes. Donc il faut que chaque citoyen se sente protégé par nous. On ne devait pas être perçu comme des bourreaux. Et le président a dit, vous changez l'approche, désormais, vous occupez le territoire et votre présence doit rassurer les citoyens et non que votre présence inspire la crainte, la peur. Donc, je crois que de plus en plus, ce changement va être observé et les populations n'ont qu'à juste collaborer et éviter d'être, disons, des protecteurs ou que leurs maisons servent de refuge aux criminels. Parce qu'il y a ça. Le criminel ne vit pas en l'air, il ne vit pas dans les arbres. Il est dans une maison, il est protégé. Donc, il faut que chacun sache qu'en accordant asile, en accordant protection à un criminel, on nuit au système. Il faut que chacun puisse dénoncer tous les individus, disons, indélicats qui circulent dans leur quartier et la collaboration population, police, gendarmerie. C'est sûr que nous allons passer une très belle fin d'année et qu'à jamais on ne parlera de braquage dans notre pays. Deuxième volet de cette émission, c'est contre le rançonnement. Nous traversons un peu aujourd'hui une situation où on peut parler, les anglophones parlent de borderless, réduction des barrières. Vous êtes en train de réduire les barrières, vous êtes en train de créer des postes, de nouveaux postes où on met ensemble agents de douane, agents de forêt, agents de police, tout ça. Ça répond à quelle stratégie? Oui, les postes ministres de contrôle, vous voulez dire? Oui. Je crois que ça fait partie des recommandations de la CEDEAO et de l'UEMOA par rapport à la facilitation de transport pour renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Mais vous savez que le président de la République est allé au-delà. Lui dit, si on a décidé de mettre toutes les structures de contrôle en un point, c'est pour éviter les tracasseries, les pertes de temps. Mais lui dit, en réalité, les contrôles, tous azimuts, ne servent pas à grand-chose. Donc il faut limiter vraiment les contrôles et faire les patrouilles croisées sur les axes, circuler. Donc, même si il y a les jours à venir. Est-ce que ça ne vous aide pas à lutter contre l'insécurité? Oui, c'est ce que je voudrais vous dire. Même si les jours à venir, là, vous notez une certaine démultiplication des postes, ce n'est pas en violation des règles, parce que les postes visent à réduire, disons, les tracasseries. Mais si on déploie même de Cotonou à Malanville des gendarmes et des policiers et qu'il n'y a pas de tracasserie, qu'il n'y a pas de perte de temps, je crois que le même résultat sera atteint.
Donc aujourd'hui, au niveau des postes de contrôle mis, ces postes vont servir beaucoup plus aux actions de sécurité. Donc l'accent ne sera plus tellement mis sur les contrôles ennuyeux. Les contrôles seront ciblés. Ce ne seraient plus les contrôles en désordre auxquels on assistait par le passé. Oui, DG Douane, vos collègues, vos collaborateurs sont du moins appelés à composer donc avec les autres unités. Le temps d'une arrestation, le temps d'un contrôle du moins, c'est combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire, le temps d'un contrôle, lorsqu'on arrête un véhicule? Alors, l'essentiel à faire. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que les barrières que nous mettons n'empêchent pas forcément ou les fraudeurs ou les mal intentionnés de passer avec des armes ou tout ce qu'ils veulent. Hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas rester sur place. Parce que lorsque vous êtes sur place, ils vous contournent. D'où la nécessité de circuler. Le temps de contrôle varie. Lorsqu'il s'agit de contrôler, par exemple, un chargement, d'abord, il ne faut pas arrêter tous les chargements. Lorsque le système est bien mis en place, ce n'est pas ciblage qu'on devrait arrêter les chargements. Mais lorsque vous arrêtez un chargement, lorsque c'est une voiture et que vous regardez sommairement les personnes qui sont dedans, il y a le flair de flic qui vous amène à faire une fouille plus poussée. Lorsque c'est un chargement et que c'est sur indication que vous avez eu le renseignement, qu'on vous dit que dans ce chargement qui porte peut-être sur des tomates, il y a quelque chose, il y a des choses, vous êtes obligé de fouiller jusqu'au bout. Donc le temps dépend également de... Si au bout du contrôle vous ne trouvez rien, au bout du contrôle, vous devenez suspect. Pardon? Si au bout du contrôle vous ne trouvez rien, oui, vous-même devenez suspect. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'objectif, ce n'est pas de devenir suspect. L'objectif, c'est toujours la sécurité. C'est aller jusqu'au bout pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Eh bien, cela dépend alors du type de véhicule ou de personne sur la moto que vous arrêtez ou du type de chargement transporté par cette personne-là. Et ça dépend également du zèle, puisqu'on va peut-être revenir là-dessus. Un agent zélé, il veut aller jusqu'au bout, exprès peut-être même pour gêner l'usager. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça n'entre pas dans le dispositif. Ça vient plutôt bloquer le dispositif de sécurité. Et ça, c'est nécessairement à combattre. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons été instruits largement pour que les agents indélicats soient punis. Oui. Marcel Adiapo, Cotonou, Malanville, si c'est bien respecté, on doit avoir 3 postes. On a 3 postes. Alors, comment comptez-vous appréhender des gens qui transportent des armes et qui veulent aller au Nigeria? Vous comprenez bien, monsieur le journaliste, que pour... Il n'y a pas que le renseignement, puisque c'est le contrôle aussi. Oui, oui, c'est comme on le dit, c'est la façon de contrôler, c'est l'habileté de l'agent. Et puis le flair de l'agent, comme le DG Douane a eu à le dire. Et c'est aussi le renseignement. Parce que lorsque les gens ont acquis des armes quelque part, c'est possible que vous ayez le renseignement si le système est bien. Parce que c'est pour ça que vous voyez avec les pays limitrophes aussi, nous mettons en place des partenariats. La dernière fois, nous étions à Lomé avec le ministre de l'Intérieur pour mettre en place un protocole de partenariat avec les forces de sécurité intérieure de Lomé. Et c'était le 2, le 3 décembre et le 2 et le 3 novembre dernier. Et ça nous permet d'échanger les renseignements avec tout. Le renseignement est quand même fondamental. Parce que pour ne pas tracasser les usagers, il faut avoir les renseignements sûrs et être sûr que ce qui est en train de passer est quelque chose de prohibé. C'est de cette façon-là qu'on peut arriver à arrêter des armes qui sont en circulation. DGPN, Cotonou, Porga par exemple, ça devient 3 postes aussi. Comment est-ce que vous comptez redéployer les autres agents qui entre-temps étaient à plusieurs postes? Non, mais c'est des patrouilles qu'ils doivent faire. C'est la visibilité, c'est la présence sur les routes. Et les motos qu'on nous a achetées, ce n'est pas pour rien. Parce que nous voulons occuper les voies.
aussi bien en moto qu'en véhicule. Donc, les voies seront vraiment occupées constamment dans l'avenir pour que la sécurité règne sur nos axes routiers. Voilà. Oui, mais j'avais dit à l'entame de mon intervention que notre mission, c'est vraiment la protection des ressources naturelles. Et c'est vrai que sur les voies, on pourrait monter donc des brigades pour pouvoir contrôler ce qui se fait. Mais le plus important aujourd'hui par rapport à la vision qu'imprime donc le chef de l'État, c'est d'aller empêcher la coupe du bois dans la forêt. Donc aujourd'hui, nous avons déployé un dispositif assez nourri qui permet de mettre en place, qui a permis donc de mettre en place autour donc de nos forêts une équipe vraiment assez importante pour pouvoir faire des patrouilles en forêt, pour pouvoir empêcher que les exploitants forestiers aillent couper donc le bois. Aussi, il faut respecter, disons, les plans d'aménagement que nous avons eu à mettre en place. Et ces plans d'aménagement, c'est les forestiers qui doivent respecter ces plans d'aménagement-là en allant donc orienter les exploitants forestiers, surtout les charbonniers, à aller dans les zones contrôlées ou orientées. Merci. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Général Ronopé, l'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Degla, juste après sa nomination, a pris un acte pour aller contre les nombreuses barrières. Il a réduit les barrières, mais cela n'est resté qu'à l'étape de paperasse. Croyez-vous pouvoir aller au bout de vos ambitions? Non, je vous dis que les solutions conjoncturelles ont montré leurs limites. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut tout faire pour avoir l'adhésion de tout le monde. Et c'est ce que le chef de l'État essaie de faire en indiquant la direction pour que ce n'est pas en réduisant les postes que forcément... On a réduit les postes parce qu'il y avait une situation, il y avait une tracasserie exagérée, donc il faut réduire. On a réduit, mais le problème, si on évitait les tracasseries, même en multipliant les postes, on n'aura aucun problème. Donc, le ministre Benoît Degla à l'époque a pris cette décision pour régler ponctuellement un problème qui se posait. Et nous avons aussi les contraintes. Nous avons les contraintes parce que nous avons des obligations vis-à-vis de notre, disons, de notre appartenance à la sous-région ouest-africaine. Et c'est par rapport aux exigences de la CEDEAO qu'on est obligé de prendre des mesures pour ne pas être décriés. Quelles sont les autres mesures que vous avez prises contre le rançonnement? Je crois qu'il y en a en principe. Bien sûr. Quantitativement. Aujourd'hui, il y a 2 numéros de téléphone qui ont été mis en place au niveau de la présidence de la République. Il y a une ligne fixe de 21 30 98 36. Oui, est-ce que cette stratégie prospère? Bien sûr, je vais vous dire, on a les statistiques. Et il y a un numéro WhatsApp, le 64 00 46 46. Nous avons enregistré dès le départ plus de 100 dénonciations. Et progressivement, ça diminue. Ça veut dire que les agents, en raison des mesures que les différents DG ont prises, ces agents ont pris conscience et ont changé, ont commencé par changer de comportement. Je vous dis, lorsque la ligne a été lancée, dans la même journée, on a eu plus de 50 dénonciations. Dans la même journée. Et la promptitude avec laquelle les réactions ont été faites. Est-ce que certains ne vont pas en profiter pour marquer, pour régler des comptes avec certaines personnes? Non, ça peut arriver. On n'est pas des automates. Lorsqu'on reçoit une dénonciation, il y a un registre qui recueille les dénonciations, on fait le relevé et on envoie à la structure concernée. Si c'est la douane, on envoie au DG douane. Si c'est aux eaux et forêts, c'est pareil, gendarmerie, police. Et les DG sont chargés d'investiguer, de vérifier les faits avant de prendre les mesures. Ce n'est pas les yeux fermés qu'il faut, mais jusque-là, on n'a jamais eu
de dénonciation fantaisiste. Tous ceux qui appellent donnent même leur numéro de téléphone, leur identité, parce que souvent c'est des gens qui sont confrontés à des difficultés et ils appellent au secours. Donc on n'a pas jusque-là enregistré une dénonciation fantaisiste. Les auteurs des rançonnements sont mangés à quelle sauce? Oui, nous avons une législation. Il y a le règlement de discipline qui prévoit les sanctions. Soit on peut vous déplacer d'office, ça fait partie des sanctions, on peut vous infliger des arrêts de rigueur. Et lorsque on vous inflige ces arrêts de rigueur-là, quand ça dépasse un quantum, vous avez un retard à l'avancement qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc tous vos camarades de promotion vous dépassent et deviennent vos chefs. Ça fait que aucun agent ne souhaite être puni. Donc jusque-là, moi j'avoue que je suis satisfait de la façon dont les DG gèrent les dénonciations. À propos des appels pour dénoncer les rançonnements, est-ce qu'il y a des cas concrets? Est-ce qu'on peut évoquer ne serait-ce qu'un cas, parce que le temps qui nous est imparti tire complètement à sa fin, un cas concret avec le DG Douane. Le DG Douane veut dire un mot? Merci beaucoup. Je félicite et encourage justement cette pratique-là, parce que j'avoue que nous avons reçu, par l'intermédiaire justement de ces numéros verts-là, qui nous sont parvenus de la présidence directement, au moins 6 cas qui sont avérés. Tous les 6 cas ont été avérés. Et vous donnez un seul cas, de façon sommaire. Je vous donne juste 40 secondes parce qu'on me fait signe là. Oui, on a un cas d'un agent dans le Nord qui, pour une moto, a réclamé 15 000 francs CFA. Voilà, cet agent-là a subi d'abord les premières interrogations hier, et nous avons un second cas, si vous voulez, d'un autre agent, toujours selon ces mêmes sources-là, qui a réclamé 150 000 francs à un usager qui lui a donné 120 000, et dès qu'il a su que l'usager s'est plaint, eh bien, il a retourné rapidement les 120 000 francs, mais il n'a pas échappé justement à la sanction qui lui est réservée au niveau de l'administration des douanes. Le DGPN, pour vous dire un mot, un cas concret? Oui, le cas concret que je peux citer est celui qui est survenu à Djougou le 8 octobre passé, lorsque le général m'a envoyé une dénonciation sur la route Bassila-Djougou, me disant « Ah, il y a des policiers qui sont là, qui rançonnent les populations ». Tout de suite, de ma position, j'ai déjà envoyé les éléments de Djougou. J'ai demandé au commissaire, est-ce vous qui avez envoyé des éléments sur la voie? Il dit, en fait, moi je n'ai pas envoyé des fonctionnaires sur la voie. Je dis, bon, va me vérifier, il y a des policiers à tel endroit qui sont en train de travailler. Effectivement, ils se sont déplacés, ils arrivent, ils ont vu 3 fonctionnaires de police d'une autre unité qui travaillaient là. Et lorsque ça a été avéré, immédiatement, j'ai dit de les enfermer et de leur constituer un dossier disciplinaire. Ça a été fait. Donc, c'est des choses avérées. C'est pour vous dire... Général Ronopé, lutte contre le rançonnement, quelles en sont les perspectives? Oui, de façon sommaire, bien sûr. Je suis très optimiste. D'ici quelques mois, je crois qu'on ne parlera plus de rançonnement. Et ce sont les agents plutôt qui seront victimes de la part des populations. Parce que n'oubliez pas que des fois, c'est les populations qui font pression sur les agents. Au lieu d'aller payer normalement la pénalité due, on fait pression sur l'agent. Et quand l'agent est intransigeant, on le taxe même d'inhumain et tout, quoi. Sinon, perspective, je crois que nous avons de beaux jours devant nous en termes de lutte contre le rançonnement. On en parlera certainement plus. Votre dernier mot, que retenir concrètement du combat que mène le gouvernement à l'insécurité et au rançonnement? Bien, je peux dire que au bout du quinquennat, je suis persuadé que toutes les unités de police et de gendarmerie seront aux normes. C'est-à-dire on va ramener ces unités aux normes avec le minimum de moyens, et les méthodes modernes de travail, les outils modernes, et on sera fier d'être policier ou gendarme, ou douanier ou aux forêts. Moi, je suis convaincu que le chef de l'État pensera également aux primes, pour motiver les gens. Notre décret qui avait été un temps retiré, le président y pense pour que dans l'étude qui se fait globalement pour les primes,
qu'on puisse examiner la situation afin que les agents soient véritablement motivés. Merci. Insécurité et renseignement sur nos routes. Où en est le gouvernement? À travers les réponses de nos invités, vous vous en êtes à coup sûr aperçus. Les forces de sécurité ont désormais assez d'équipements, de moyens et des motivations pour intervenir et opérer utilement aux grandes dames des délinquants. Pour ce qui est de la lutte contre le rançonnement, des numéros verts sont mis en place pour dénoncer les éventuels agents indélicats ou récidivistes, lesquels s'exposent par ailleurs à des sanctions administratives. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.